Pendant 3 ans, le monde a regardé Vladimir Poutine faire la guerre avec une arme qu'aucun missile ne pouvait atteindre. Pas les chars, pas les soldats, pas même les menaces nucléaires. Sa vraie arme, c'était le pétrole. L'or noir, extrait de la terre gelée de Russie, chargé sur des pétroliers, puis expédié partout dans le monde pour remplir son coffre de guerre avec des centaines de milliards de dollars. Chaque sanction lancée par l'Occident rebondissait sur lui parce que l'argent continuait d'entrer. Chaque revers sur le champ de bataille était absorbé parce que le compte bancaire du Kremlin ne s'asséchait jamais. C'était l'armure de Poutine. C'était sa ligne de vie intouchable. Et puis, l'Ukraine a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle ne s'est pas contentée de riposter au sol. Elle est allée directement viser la jugulaire. L'Ukraine a lancé l'une des campagnes les plus dévastatrices sur le plan stratégique de l'histoire militaire moderne. Pas avec des troupes étrangères, pas avec des armes nucléaires, mais avec des drones. Des drones peu coûteux, rapides, implacables, qui ont volé sur des centaines de kilomètres en profondeur dans le territoire russe et qui ont commencé à mettre le feu à l'empire de Poutine. Littéralement. Des raffineries ont explosé, des dépôts de carburant ont brûlé, des terminaux d'exportation se sont éteints, des pétroliers ont coulé, et pour la première fois depuis le début de cette guerre, la Russie a commencé à saigner là où ça fait le plus mal, dans son portefeuille. Ce que vous allez entendre n'est pas une spéculation. Ce n'est pas de la propagande. Ce sont des faits documentés par des analystes militaires, des économistes indépendants, des experts de l'énergie et des rapports du renseignement. Voici l'histoire de la façon dont l'Ukraine a systématiquement démantelé la seule chose qui maintenait en vie la machine de guerre de Poutine. Pour comprendre pourquoi le pétrole est la plus grande peur de Poutine, il faut comprendre ce que le pétrole représente réellement pour la Russie. Les revenus du pétrole et du gaz ont historiquement financé environ 30 à 40% de l'ensemble du budget fédéral russe. Rien qu'en 2024, la Russie a gagné environ 120 milliards grâce aux exportations de pétrole. Ce n'est pas seulement de l'argent pour des yachts de luxe et des palais du Kremlin. C'est l'argent qui achète les armes, paie les soldats, fabrique les drones, finance la propagande et maintient tout le complexe militaro-industriel en marche. Sans cet argent, la Russie ne peut pas soutenir une guerre de cette ampleur. Sans cet argent, Poutine ne peut pas recruter des soldats en leur offrant des salaires équivalents à 4 années de paix civile moyenne. Sans cet argent, toute la machine de guerre soigneusement construite commence à se fissurer. Pendant les 2 premières années de la guerre, l'Ukraine ne pouvait pas vraiment toucher l'infrastructure pétrolière russe. Les drones n'étaient pas assez puissants. La portée n'était pas là. Les partenaires occidentaux hésitaient à autoriser des frappes en profondeur sur le territoire russe par crainte d'une escalade. Pendant ce temps, la Russie continuait d'exporter son pétrole par l'intermédiaire d'un immense réseau de navires connu sous le nom de flotte fantôme. Des pétroliers opérant sous de faux pavillons, avec de faux documents d'assurance, modifiant leurs signaux GPS et changeant constamment de nom pour contourner les sanctions. Cette flotte fantôme avait atteint plus de 300 navires au début de 2026, après avoir plus que triplé depuis le début de la guerre. La Russie l'utilisait pour envoyer du pétrole vers la Chine et l'Inde, récolter de l'argent et le réinjecter directement dans la guerre. L'Occident a imposé des plafonds de prix, l'Occident a sanctionné des centaines de pétroliers, rien n'a fonctionné à l'échelle nécessaire, et l'argent a continué de couler. Puis 2025 est arrivé et l'Ukraine a changé toute la stratégie. À partir de l'été 2025, l'Ukraine a commencé ce que des analystes appellent maintenant une campagne de sanctions cinétiques. Au lieu de compter sur les tribunaux, les responsables de conformité, les bureaucraties financières pour ralentir la Russie, l'Ukraine a commencé à détruire physiquement l'infrastructure qui rendait possible les exportations de pétrole russe. L'ampleur de ce qui s'est produit ensuite est stupéfiante. Entre le 1er juillet et le 7 septembre 2025 seulement, l'Ukraine a mené 43 frappes distinctes en profondeur contre des cibles pétrolières et énergétiques russes. Ce n'étaient pas des explosions aléatoires. Elles étaient calculées, coordonnées, conçues pour causer un maximum de dégâts et empêcher la Russie de réparer les installations avant que la vague suivante ne frappe. Le 27 août, des drones ukrainiens ont frappé la raffinerie de Ryazan, l'une des installations de traitement de carburant les plus critiques de toute la Russie, décrite par des analystes comme l'une
des principales artères de carburant alimentant Moscou elle-même. L'explosion a été décrite par l'analyste indépendant du pétrole et du gaz Boris Arenstein comme provoquant la crise la plus grave dans le secteur énergétique russe de ces dernières années. Il a expliqué précisément pourquoi l'ampleur, la coordination et les vagues répétées d'attaques de drones ukrainiens rendaient physiquement impossible pour la Russie de réparer une installation avant que la suivante ne soit détruite. L'Ukraine ne cassait pas simplement des choses. L'Ukraine cassait des choses plus vite que la Russie ne pouvait les réparer. Cette même semaine, des drones ukrainiens ont atteint la raffinerie de Kouibychev dans la région russe de Samara, à plus de 1000 km du territoire contrôlé par l'Ukraine. Ils ont aussi frappé la raffinerie d'Afipski dans le kraï de Krasnodar. Ensemble, les deux installations pouvaient traiter plus de 13 millions de tonnes de pétrole par année. Les deux ont été mises hors service. À la fin d'août 2025, Reuters estimait que l'Ukraine avait neutralisé environ 17% de la capacité totale de raffinage de la Russie en un seul mois. Les commandants militaires ukrainiens plaçaient ce chiffre encore plus haut, à 20 et 1%. Dans toute l'histoire de cette guerre, aucun mois n'avait infligé ce type de dommages à l'économie russe. Et cela ne s'est pas arrêté là. L'Ukraine a frappé l'infrastructure pétrolière russe plus de 140 fois en 2025, soit une hausse de plus de 50% par rapport à l'année précédente. Les cibles se sont étendues bien au-delà des raffineries. L'Ukraine a commencé à frapper les nœuds et les navires dont la Russie avait besoin pour faire sortir son pétrole du pays. À la fin novembre 2025, le service de sécurité ukrainien a mené des frappes de drones contre les pétroliers de la flotte fantôme Vira et Kairos en mer Noire. Le 29 novembre, l'Ukraine a frappé le port russe de Novorossiysk, l'un des plus importants carrefours d'exportation pétrolière de la Russie en mer Noire. En décembre, l'Ukraine a mené sa première frappe de longue portée en mer Méditerranée, visant un pétrolier qui avait récemment livré du pétrole russe à l'Inde. La campagne était devenue mondiale. Les effets sur le terrain, à l'intérieur de la Russie, ont été immédiats et impossibles à cacher. En septembre 2025, Reuters a rapporté des pénuries de carburant qui se propageaient dans la région de la Volga, ainsi que dans le centre et le sud de la Russie. Des stations-service ont commencé à manquer d'essence. Les prix de l'essence ont bondi de plus de 30% dans certaines régions. À Moscou, des chauffeurs de taxi ont rapporté que leur revenu quotidien net avait chuté d'un quart presque du jour au lendemain. En Crimée, les autorités d'occupation russes ont été forcées d'imposer un rationnement limitant chaque client à seulement 20 litres d'essence par visite. En un mois, au sommet des frappes entre août et octobre, près de 20% de la capacité totale de raffinage de la Russie était simultanément hors service et nécessitait des réparations. L'organisation de presse Medusa a rapporté que des stations-service fermaient complètement dans certaines parties de la Russie parce que les restrictions antitrust les empêchaient d'augmenter les prix pour refléter conditions réelles du marché. Le gouvernement russe, se précipitant pour maintenir la stabilité, a prolongé encore et encore son interdiction d'exporter des produits pétroliers. En octobre 2025, Moscou avait prolongé l'interdiction d'exportation d'essence jusqu'en mai 2026. Mais on ne peut pas régler par décret le problème de raffinerie littéralement en flammes. Les chiffres financiers qui ressortent de ces frappes sont dévastateurs pour Moscou. Selon des données du secteur russe de l'assurance rapportées par Commerçant, les pertes directes du secteur pétrolier et gazier russe ont dépassé 1,3 milliard. En tenant compte des pertes indirectes, des ventes manquées et de la production perdue, les dommages totaux infligés à l'industrie pétrolière et gazière russe par les frappes ukrainiennes en 2025 seulement ont atteint environ 13 milliards. Ce n'est pas une erreur d'arrondi. C'est une blessure sérieuse portée au principal moteur de revenus de l'État russe. L'Agence internationale de l'énergie a confirmé que les revenus pétroliers de la Russie avaient chuté à l'un des niveaux les plus bas observés depuis le début de la guerre en 2022. Et les livraisons de pétrole brut aux raffineries russes en 2025 sont tombées à leur plus bas niveau depuis au moins 15 ans, presque entièrement à cause des arrêts imprévus causés par les frappes ukrainiennes dans la seconde moitié de l'année. Le ministère russe des Finances a finalement publié son propre rapport d'exécution budgétaire pour 2025.
révélant que les revenus du pétrole et du gaz avaient chuté de 23,8% par rapport à 2024, le Kremlin avait encaissé 48 billions de roubles provenant des exportations d'énergie, contre 13 billions l'année précédente. Cela représente 2,65 billions de roubles, soit environ 30 milliards, tout simplement disparus. À la fin de 2025, les revenus du pétrole et du gaz étaient tombés à moins de 23% du budget fédéral russe. Pour situer les choses, la Russie n'avait jamais vu les revenus des matières premières représenter une part aussi faible de son budget depuis au moins 2 décennies. Même pas pendant la pandémie, lorsque les prix mondiaux du pétrole s'étaient effondrés. La Russie se transformait structurellement, passant d'un pétro-État à autre chose entièrement, mais pas par choix et pas d'une manière qui la renforçait. Elle était forcée d'augmenter les taxes sur ses propres civils, entreprises et ménages pour compenser les revenus qu'elle ne recevait plus en vendant du pétrole au monde. La flotte fantôme, autrefois considérée comme impossible à arrêter, s'effondrait elle aussi. Seulement 15% des navires sanctionnés ont continué à charger dans les ports russes entre août et novembre 2025. L'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis avaient collectivement sanctionné près de 600 navires à la fin de l'année. Des nations européennes interceptaient physiquement des pétroliers russes de la flotte fantôme. Pendant ce temps, les équipes ukrainiennes de drones avaient prouvé qu'elles pouvaient atteindre des pétroliers en mer Noire et même en Méditerranée. La Chine et l'Inde continuaient d'acheter du pétrole russe, mais leurs relations avaient changé d'une manière qui devrait véritablement effrayer Moscou. La Russie était devenue tellement dépendante de la Chine comme cliente pétrolière que Pékin détenait désormais un énorme levier économique sur le Kremlin. La Chine importait du pétrole russe à des prix fortement réduits. La Russie ne négociait pas en position de force. Elle acceptait les conditions offertes par son seul grand acheteur. Le rapport de force entre Moscou et Pékin avait visiblement basculé vers Pékin. Poutine avait troqué sa dépendance aux marchés occidentaux contre une dépendance au marché chinois et le nouveau maître ne se montrait pas plus généreux que l'ancien arrangement. Pendant ce temps, l'économie russe au sens large se détériorait d'une manière que le Kremlin ne pouvait plus cacher. Le Fonds national de biens, être de la Russie, avait vu ses réserves liquides chuter de 59%. Les dépenses de défense absorbaient 41% de tout le budget fédéral. Les taux d'intérêt ont culminé à 20 et 1% pour combattre une inflation proche de 10%. Le déficit budgétaire russe pour les 7 premiers mois de 2025 seulement était 5 fois plus élevé que pour la même période en 2024. L'Atlantic Council, Chatham House et le Peterson Institute for International Economics sont tous arrivés indépendamment à la même conclusion. La capacité de la Russie à maintenir son effort de guerre reposait presque entièrement sur les prix du pétrole et sur la trajectoire des sanctions. Si les revenus pétroliers chutaient fortement pendant que l'Ukraine continuait de détruire la capacité de raffinage, Moscou ferait face à de véritables choix qu'elle avait pu éviter pendant 3 ans, réduire les dépenses militaires, réduire les dépenses sociales ou regarder l'économie se détériorer vers quelque chose qui ne pourrait plus être géré. Selon Reuters, le renseignement allemand estimait que le déficit budgétaire russe de 2025 était supérieur de plus de 30 milliards de dollars à ce que Moscou déclarait officiellement. La Russie cachait l'ampleur réelle des dégâts. Non pas parce que les dégâts n'étaient pas réels, mais parce que les admettre signalerait une faiblesse à sa propre population et au monde entier. L'Agence internationale de l'énergie basée à Paris a publié une évaluation selon laquelle l'impact des frappes de drones ukrainiens sur les raffineries russes devait freiner les taux de traitement de l'industrie pétrolière russe au moins jusqu'au milieu de 2026. Ce ne sont pas des désagréments temporaires. Les dégâts infligés à l'infrastructure énergétique russe en 2025 étaient physiques, structurels et lents à réparer. Construire une raffinerie de remplacement, ce n'est pas comme réparer un nid de poule, cela prend des années, cela exige de l'équipement spécialisé, cela exige une technologie dont les sanctions occidentales avaient déjà privé la Russie. La Russie essayait de réparer des dégâts dignes d'un ouragan de catégorie 5 avec une main attachée dans le dos. La stratégie ukrainienne était, selon les mots des analystes du Modern War Institute de West Point, un parallèle direct avec les campagnes de bombardement stratégique alliées de la Seconde Guerre mondiale. Tout comme les puissances alliées avaient compris que couper l'Allemagne nazie de son carburant
et de ses chaînes d'approvisionnement industriel finirait par faire s'effondrer la machine de guerre. Peu importe le nombre de soldats que l'Allemagne possédait encore, l'Ukraine a compris qu'assécher l'économie pétrolière russe était une voie vers l'épuisement militaire que le champ de bataille seul ne pouvait pas atteindre. La Russie pouvait perdre 416 000 soldats en une seule année, le total estimé des pertes russes pour 2025, et continuer à recruter 35 000 combattants de remplacement chaque mois, parce que l'argent était là. L'argent était le problème. Assécher l'argent, et le recrutement s'effondre. Assécher l'argent, et la production d'armes ralentit. Assécher l'argent, et tout le système que Poutine a construit pour soutenir cette guerre commence à se désintégrer de l'intérieur. Et le moment choisi compte énormément. La campagne ukrainienne est arrivée précisément au moment où l'économie russe était déjà sous pression après 3 ans de dépenses de guerre. La Russie avait emprunté à deux mains pour se battre aujourd'hui. Elle avait épuisé ses réserves, elle avait déformé son marché du travail, elle avait négligé ses infrastructures civiles, elle avait forcé ses citoyens à absorber une inflation écrasante, des taxes plus élevées et un niveau de vie en chute. Les revenus pétroliers qui permettaient autrefois d'aplanir toutes ces contradictions étaient maintenant retirés, frappe de drone après frappe de drone. Ce que l'Ukraine a démontré en 2025, c'est quelque chose que le monde n'avait pas pleinement compris. La destruction physique d'infrastructures économiques à grande échelle peut être plus décisive que n'importe quel nombre de victoires sur le champ de bataille ou de sanctions diplomatiques. Les sanctions sur papier avancent lentement. Les avocats déposent des objections. Les sociétés, écrans, apparaissent du jour au lendemain. Les pavillons changent sur des pétroliers dans des ports étrangers. Mais un drone qui trouve une raffinerie à 3 fuseaux horaires de distance à l'intérieur de la Russie ne se soucie pas des subtilités juridiques. Le feu n'attend pas une ordonnance du tribunal. Une capacité de raffinage effondrée ne revient pas parce qu'un lobbyiste a déposé les bons documents. Le défilé militaire russe du 9 mai 2026, commémorant la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie, disait tout sur l'état réel de la situation. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné devant des dirigeants européens au sommet de la communauté politique européenne que le défilé à Moscou s'était tenu sans matériel militaire, roulant sur la place rouge. La Russie ne pouvait pas se permettre d'envoyer du matériel à un défilé. La Russie ne pouvait pas risquer de voir des drones bourdonner au-dessus de Moscou. Ce n'était pas un pays qui agissait depuis une position de force. C'était un pays qui gérait une image pendant que les fondations se fissuraient sous ses pieds. Poutine avait construit toute sa stratégie de guerre sur une seule hypothèse, que l'argent du pétrole était permanent. Que le monde continuerait d'acheter, que les pétroliers continueraient de naviguer, que les raffineries continueraient de fonctionner, que l'Occident était trop prudent pour frapper là où ça faisait réellement mal. L'Ukraine a prouvé que cette hypothèse était catastrophiquement fausse. La flotte fantôme est traquée, les raffineries brûlent, les revenus s'effondrent, le budget saigne, l'économie stagne, et l'homme qui croyait que son or noir le rendait invincible regarde maintenant un ennemi avec des drones et de la détermination vider la ressource, même qu'il pensait que personne ne pourrait lui enlever. Ce n'est pas la fin de la guerre. La Russie ne s'est pas effondrée. Le Kremlin ne s'est pas rendu. Mais l'équation a fondamentalement changé d'une manière qu'aucune télévision d'État ni aucun optimisme de conférence de presse ne peut inverser. Chaque jour où les équipes ukrainiennes de drones continuent de voler, chaque raffinerie qui tombe hors service, chaque pétrolier de la flotte fantôme qui coule au fond de la mer Noire, c'est un jour de plus où l'argent dont Poutine a besoin pour mener cette guerre n'arrive pas. Et une machine de guerre sans argent n'est pas une machine de guerre. Ce n'est que du métal qui rouille lentement dans un pays qui n'a plus les moyens de le maintenir en marche. Poutine craignait cela plus que n'importe quelle défaite sur le champ de bataille. Il craignait le jour où quelqu'un trouverait un moyen de prendre le pétrole. L'Ukraine a trouvé ce moyen. Pour bien saisir pourquoi cela compte au-delà des gros titres, il faut penser à ce qui se passe à l'intérieur d'un système militaire lorsque sa base de financement s'effondre. La Russie verse à ses soldats de première ligne des primes d'engagement équivalentes à 4 années de salaire civil moyen. Ce pipeline de recrutement fonctionne à l'argent.
Lorsque le budget fédéral saigne et que les revenus pétroliers chutent de 24% en une seule année, le gouvernement fait face à des choix brutaux. Est-ce qu'on paie les soldats? Est-ce qu'on paie les retraités qui gagnent seulement 150 à 200 $ par mois? Est-ce qu'on finance les usines d'armement? Est-ce qu'on subventionne le carburant dont les agriculteurs ont besoin et dont les camionneurs ont besoin pour livrer la nourriture? On ne peut pas faire toutes ces choses en même temps lorsque l'argent sur lequel on comptait n'arrive plus. La réponse de la Russie à l'étau budgétaire était prévisible et révélatrice. Le gouvernement a augmenté la taxe sur la valeur ajoutée à 22% à partir de janvier 2026. Il a augmenté l'impôt sur les profits des entreprises de 20 à 25%. Il a instauré des impôts progressifs sur le revenu personnel et augmenté les coûts des services publics pour les ménages de près de 12%. Tout cela est arrivé après que le Kremlin eut explicitement promis aux Russes qu'il n'augmenterait pas les taxes avant 2030. Quand un gouvernement brise une promesse aussi importante au milieu d'une guerre, cela vous dit quelque chose d'important sur le niveau réel de désespoir derrière la propagande bien polie. Le citoyen russe ordinaire absorbait les conséquences chaque jour. Un chauffeur de taxi tadjik à Moscou a décrit l'essence passant de 45 roubles le litre à 60. Une hausse de 33% qui a effacé le quart de son revenu quotidien en quelques semaines. Ce ne sont pas des statistiques abstraites. Ce sont les réalités vécues de ce qui arrive lorsqu'un pays construit sur les pétrodollars commence à en manquer. Et les pressions économiques ne restent pas économiques. Elles se transforment en pression politique, en instabilité sociale et éventuellement en fissure au sein du système lui-même. C'est le dommage de second ordre que la campagne pétrolière de l'Ukraine accélérait. Elle ne détruisait pas seulement des raffineries. Elle retirait le coussin budgétaire qui permettait à la Russie de garder toutes ses contradictions en équilibre. Sans l'argent du pétrole qui circule librement, chaque tension dans l'économie russe devenait plus vive. Chaque compromis devenait plus douloureux. Chaque promesse faite par le Kremlin à son peuple devenait plus difficile à tenir. Les réserves liquides du Fonds national de biens, être de la Russie, avaient été vidées de 59%. Le gouvernement vendait des réserves d'or et émettait une dette coûteuse. Le renseignement allemand estimait que le déficit budgétaire réel était supérieur de plus de 30 milliards de dollars à ce que Moscou admettait publiquement. Les chiffres officiels étaient ajustés pour éviter la panique, mais les analystes sérieux savaient que la réalité était nettement pire. Et puis il y a le problème chinois. Quand la Russie a été coupée des marchés énergétiques occidentaux après l'invasion de 2022, Pékin est intervenu comme acheteur de dernier recours. La Chine a pris le pétrole russe avec d'énormes rabais. La Russie avait davantage besoin de vendre que la Chine n'avait besoin du pétrole. Cette asymétrie a donné à Pékin un levier extraordinaire sur Moscou. La Chine pouvait menacer de réduire ses achats, de retarder ses paiements ou d'exiger des rabais encore plus importants à tout moment, et la Russie n'avait nulle part ailleurs où se tourner. La relation de pouvoir que Poutine avait passé des années à cultiver comme partenariat stratégique se révélait être une dépendance. En décembre 2025, le brut russe de l'Oural était tombé sous les 40 $ le baril contre une hypothèse budgétaire de 59 $. L'EIA prévoyait un prix moyen du Brent de seulement 56 $ le baril pour 2026, avec l'Oural se négociant avec un rabais supplémentaire. La Russie entrait en 2026 avec des raffineries endommagées, une flotte fantôme malmenée, des prix du pétrole en baisse, un fonds souverain épuisé, des déficits budgétaires records et une économie où la production civile était lentement dévorée par une machine de guerre que même l'armée ne pouvait plus se permettre de faire défiler à Moscou. L'évaluation de l'Atlantic Council était directe. Les frappes profondes de l'Ukraine avaient exposé le talon d'Achille de Poutine et démontré que l'économie russe était plus vulnérable que 3 années de propagande ne l'avaient laissé croire. Les dégâts étaient structurels, freinant les taux de traitement des raffineries russes, au moins jusqu'au milieu de 2026. La Russie avait essayé d'installer des filets anti-drones et des cages sur des sites clés et d'abattre davantage de drones. Rien n'a arrêté l'hémorragie. Ce que l'Ukraine a construit au cours de 2025, c'est une campagne répétable, évolutive et peu coûteuse,
capable d'infliger des milliards de dollars de dégâts économiques avec des armes coûtant une fraction de ce qu'elles détruisaient. Un drone coûtant des dizaines de milliers de dollars désactivait des unités de raffinage valant des centaines de millions. Le ratio d'échange était catastrophiquement favorable à l'Ukraine. Le monde regarde une leçon fondamentale de guerre moderne s'écrire en temps réel. La guerre économique, lorsqu'elle devient cinétique, lorsqu'elle passe des sanctions et des ordonnances judiciaires à la destruction physique réelle de l'infrastructure qui génère les revenus de l'ennemi, peut changer l'équilibre stratégique d'une manière que le combat pur sur le champ de bataille ne peut parfois pas faire. La Russie a plus de soldats que l'Ukraine, la Russie a plus de missiles, la Russie a plus de territoire, mais la Russie a une économie dépendante du pétrole avec un nombre limité d'installations de traitement critique, et ces installations peuvent maintenant être atteintes, trouvées et incendiées par un adversaire déterminé prêt à faire voler des drones à 1000 km en territoire ennemi. La plus grande peur de Poutine n'a jamais été des chars de l'OTAN traversant la frontière. Ce n'a jamais été une offensive terrestre ukrainienne capturant Moscou. C'était toujours le scénario où quelqu'un trouverait le levier capable de vider son coffre de guerre plus vite qu'il ne pouvait le remplir. Ce levier a toujours été le pétrole. Tout le monde le savait. La question était de savoir si quelqu'un oserait le tirer assez fort, assez vite et assez régulièrement pour faire une vraie différence. L'Ukraine a osé. Et les preuves qui remplissent maintenant les rapports économiques, les documents budgétaires, les évaluations du renseignement et les files d'attente aux stations-service à travers la Russie confirment ce qui s'est produit quand elle l'a fait. Le pétrole brûle, l'argent s'écoule, l'empire bâti sur les pétrodollars découvre ce qui arrive lorsque quelqu'un approche un chalumeau du pipeline. Et l'homme qui croyait être intouchable apprend, une frappe de drone à la fois, qu'aucune ressource stratégique ne reste jamais en sécurité lorsqu'un adversaire est assez déterminé pour l'atteindre. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt